Un épisode de Severance, c'est toujours un peu de l'amour pour nous, spectateurs, mais celui-ci était centré sur ce sujet plus que jamais, entre les amours de Mark et Ellie, celles de Dylan et Gretchen ou encore Irving, Dinan et Burt. Et d'une certaine manière, on peut même envisager la situation de Milchick chez Lumon comme une relation abusive, mais j'y reviendrai. De l'amour, mais aussi cette idée récurrente de l'enfer qui est ici presque ouvertement explicitée au travers des préoccupations de Burt et de son mari, Cecil Fields, interprété par John Noble, qui est notamment connu pour son rôle de Denethor dans la trilogie de Peter Jackson, bien sûr. Ceci dit, on peut davantage penser à Fringe, ici, Fringe, série qui faisait plus que flirter avec la science-fiction. Revenons pour l'instant au déroulé chronologique comme évoqué par la composition du plan avec ce mur obscur qui prend toute la partie droite. Mark a été repoussé dans un recoin de son propre esprit, recroquevillé sous le choc d'avoir revu Gemma, même si c'était par un mélange de souvenirs reconstruits et transformés, sachant qu'on n'avait jamais entendu Miss Casey prononcer les faits égrenés en fin d'épisode 5, dans les épisodes de la série. La lumière bleue de l'aquarium, très inter, souligne que Mark Exter se trouve encore d'une certaine manière dans sa vision des couloirs de Lumon. Il reste néanmoins la vague tache rouge du poisson combattant qui évoque le Mark Exter qui tente malgré tout de subsister, de surnager. Il évoque la phase de marchandage dans la gestion du deuil. Exprimé en creux, on comprend qu'il est prêt à tout pour retrouver Gemma, y compris risquer sa vie comme il le fera en fin d'épisode. Pas la peine d'expliquer encore les jeux de miroir de la cuisine, tandis que Dylan est toujours pris par les affres du dilemme entre son envie de continuer à voir sa femme et celle de rester un soutien fidèle de ses amis du service de raffinage quand il leur parle du fameux mot caché mais qu'il a laissé derrière le poster. Encore une fois, après l'épisode 5, on retrouve vraiment Ellie dans son attitude, cela ne fait que rendre plus évidente encore la supercherie d'Elena dans les premiers épisodes de cette saison. La réintégration de Mark se poursuit avec les superpositions d'images, cette fois dans le réfrigérateur qui devient parfois celui de chez lui, tout comme la décoration de la pièce. C'est aussi l'occasion de constater que le Mark inter est moins marqué physiquement que le Mark exter, comme si la souffrance psychologique effacée de sa mémoire l'avait épargné physiquement. La mise au point de Milchick auprès de Mademoiselle Wang vise à lui faire comprendre qu'il sait parfaitement que les signalements utilisés lors de son évaluation proviennent d'elle. Il la remet littéralement à sa place, en effaçant l'idée qu'elle puisse utiliser son bureau en son absence et qu'elle doit se contenter du sien. On apprend qu'elle est donc en stage ou quelque chose dans le genre avec l'évocation de Wintertide, qui est potentiellement le nom d'une école qui formerait des cadres de Lumon, sans qu'on puisse en déduire grand-chose pour le moment, sauf à partir dans de vaines élucubrations. Restons avec Milchick qui témoigne dans cet épisode du degré d'abnégation et d'engagement dont il est capable pour et envers Lumon. C'est un compagnieman, et pour voir Milchick tourner le dos à Lumon, il en faudra vraiment beaucoup, de toute évidence. Il s'inflige un exercice qui relève presque de la torture et clairement du châtiment, en mettant des trombones sur des milliers de feuillets, jusqu'à en avoir les mains qui tremblent de fatigue. Cette scène est encore un modèle de photographie et de réalisation tout en mettant parfaitement en image la déshumanisation de l'homme dévoué corps et âme à l'entreprise, le cauchemar capitaliste comme on l'aime. En effet, après le supplice physique vient l'expiation et la transformation morale via le verbe, tandis que le vocabulaire ampoulé mais amusant de Milchick, qui lui donnait une certaine douceur, se trouve balayé pour être remplacé par une phrase de plus en plus courte, puis un seul mot qui sonne comme un grognement bestial. Milchick se départit ainsi de ce qui faisait sa singularité et son humanité pour se formater à l'efficacité brutale attendue, que dis-je, exigée de lui par Lumon. Du côté des rencontres maritales secrètes, il est évident que Gretchen retombe amoureuse de Dylan inter, qui n'a Dieu que pour elle, débarrassée de toutes les pesanteurs quotidiennes et sans doute des échecs qui semblent le tenailler à l'extérieur. Le Dylan inter est une version plus enjouée, plus neuve, en quelque sorte plus adolescente de Dylan, et cela ne peut qu'avoir un effet déstabilisant pour Gretchen. À tel point qu'elle va cacher ce rendez-vous à son mari, comme s'il s'agissait déjà du début d'une relation adultérine. Par ailleurs, au travers d'un petit cadre en arrière-plan posé sur le mur de la salle à manger chez eux, on devine que Gretchen aurait un rôle de répartitrice au service d'urgence. Son uniforme, vu en début de saison, ne serait donc pas celui d'une garde de nuit, mais d'une personne travaillant en service hospitalier ou quelque chose du genre, peut-être même chez les pompiers, si un tel rôle y existe. Pas de lien évident pour l'instant avec Lumon, donc si on veut vraiment imaginer des liens avec le reste de l'histoire, elle pourrait avoir eu connaissance de la mort de la mère de Madame Cobel, ou encore de l'accident de Gemma, mais on n'en sait rien du tout pour le moment. Entre Mark et Ellie, l'aveu heureusement rapide du premier concernant la relation avec Elena sous la tente
laisse cette dernière dans un certain désarroi, mais ses capacités à reprendre les choses en main et à se réapproprier la situation et la relation en disent long sur la force de caractère de cette Ellie. Mais qui aurait pu imaginer qu'une scène d'amour sous la tente en plastique improvisée d'une salle de bureau désaffectée puisse être aussi tendre, voire romantique? Après tout, Miss Casey avait dit à Mark que son externe pouvait installer une tente en moins de 3 minutes, comme on l'a judicieusement relevé sur Reddit. Encore l'amour donc avec le dîner chez Burt et Cecil dont Irving est l'invité, une invitation avec arrière-pensée a priori puisque Drummond en profite pour visiter la maison d'Irving. On constate que Drummond possède un énorme trousseau de clés qui laisse clairement supposer qu'il peut accéder à toutes les maisons du quartier et sans doute plus. On se demande au passage où est passé Radar, le chien d'Irving qui aurait dû réagir à l'incursion nocturne d'un étranger. Difficile de tirer des conclusions quant aux fichiers de noms des dissociés sur lesquels Irving mène l'enquête. On savait déjà qu'il enquêtait de toute manière, et ni les noms ni les dates ne semblent avoir de sens particulier. On peut simplement remarquer qu'apparemment aucune dissociation ne semble plus ancienne que 2008, mais je n'ai rien distingué de motif significatif avec les noms, les lettres soulignées ou les interrogations. On peut juste dire que parmi les dissociés, on a des personnes qui ont parfois de hauts niveaux d'études, en mathématiques, en philosophie par exemple. Sans doute car Lumon pourrait rechercher les meilleurs profils pour tenter de faire avancer leurs projets importants et mystérieux. Durant le repas, on a non seulement les mentions de l'enfer autour du questionnement quant à la destination de l'âme de Burt selon l'Église, mais de plus, Burt lui-même apparaît en figure quasi démoniaque du fait des flammes qui l'éclairent par la cheminée devant laquelle il est assis. Tout le travail d'éclairage de la scène est admirable d'ailleurs. La dualité d'Irving lui-même est mise en avant avec le classique visage éclairé uniquement d'un profil, tandis que celui de Burt est tantôt baigné de flammes, tantôt la seule présence dans une obscurité opaque. En comparaison, Cecil, le mari de Burt, ressort comme un personnage moins ambivalent et peut-être plus sincère, du moins si on se fie à l'éclairage. Son erreur concernant le fait que Burt travaillait chez Lumon il y a 20 ans n'en est pas une, de toute évidence. Sachant que Burt s'inquiète pour son âme et qu'il a été couvert de sang suite à des protestations, si j'ai bien compris, on peut parier qu'il a tenu et tient peut-être même encore de hautes fonctions au sein de Lumon. Peut-être est-il lié à l'invention de la puce de dissociation elle-même. Dans une interview post-épisode, Christopher Walken indique qu'il est content de jouer un mec bien pour une fois, mais il peut carrément s'agir d'un gros mensonge, ce qui ne nous avance donc guère. Il ne nous reste que des questions. Burt est-il vraiment dissocié? A-t-il conservé le souvenir d'Irving? Ce pourquoi il pleurait dans la voiture. Ou encore pleurait-il parce qu'il sait quelle personne Irving a perdu et ce qui motive ses recherches. La notion d'âme différente entre les inters et les exters est un concept intéressant qui nous éloigne de la vision commune chez Lumon selon laquelle les inters ne sont même pas des êtres humains. On peut supposer que Burt a le souvenir d'actes et de leurs conséquences. Sa culpabilité est sans doute réelle et pourrait amener à faire de lui une ressource utile à Irving si ce dernier ne se laisse pas aveugler par son attirance. Leur dernier échange dans le couloir avant de sortir laisse entendre une invitation à se revoir en tête-à-tête de la part de Burt qui utilise sans doute son charme pour garder un œil sur Irving. Du côté de Lumon, sachant que de faux accidents ont déjà visé des dissociés externes, on peut craindre ce que Drummond va entreprendre contre Irving qui est maintenant en grand danger. Les saignements de nez de Mark risquent de mettre la puce à l'oreille rapidement chez Lumon, même s'il semble parfois très incompétent. C'est une approche intéressante d'ailleurs, et plus réaliste sans doute que ces multinationales qui sont souvent représentées comme super efficaces dans les fictions habituelles. Cela dit, en parlant d'incompétence, il faudra qu'on parle de celle de Regaby qui opère Mark dans un environnement non stérile et sans attaché, avec un trou qui mène tout droit vers son cerveau, pas sûr qu'un petit pansement protège des méningites. Avant ça, mais en restant dans la couleur du sang, la scène dans le restaurant chinois est baignée du rouge, plutôt associé aux exters. L'aspect un peu agressif de la couleur accompagne bien l'intrusion d'Elena, qui n'est évidemment pas là par hasard, ce dont Mark a conscience. Il la reconnaît sans doute suite au communiqué qu'elle a fait pour Lumon après l'incident de fin de saison 1, et avant même d'avoir des flashs d'elle du fait de sa réintégration. Elena fait clairement une fixation sur Mark, et elle est très maladroite, voire désespérée de retrouver une once de ce qu'elle a pu ressentir avec lui, et qui lui manque de toute évidence depuis l'enfance. Cela fait d'Elena un personnage des plus tragiques. Pourquoi utilise-t-elle le prénom Anna au lieu de Gemma pour évoquer l'épouse de Mark? Sans doute pour faire semblant de ne pas avoir étudié son cas, son dossier avec minutie, mais ça ne fait que renforcer l'inconfort de Mark et son sentiment d'urgence. On peut explorer une piste, celle selon laquelle Regaby et Elena seraient de mèche, ce qui ferait de cette visite un catalyseur volontaire pour pousser Mark à accepter le processus de réintégration. Après tout, Elena peut avoir intérêt à cette procédure, puisque sa seule façon d'avoir une chance avec Mark serait à l'extérieur bien sûr,
mais en misant sur l'amour que Mark Inter porte à Ellie, et elle l'espère à Elena elle-même. Si Elena est suffisamment désespérée, elle pourrait même procéder elle-même à une réintégration et se présenter à Mark comme Ellie autant qu'Elena. Si c'est vraiment ce qui se trame, ce serait aussi tragique que machiavélique, le tout motivé par une sorte de fascination romantique et érotique. Attention, cela ne reste qu'une théorie dont j'ai eu l'idée en analysant la scène du restaurant et son effet sur Mark, comme cela a été souligné par ailleurs sur Reddit concernant le nom du restaurant, sous Zoufu. Le zou est éteint sur l'enseigne, et il ne reste donc que le fou qui, entre autres significations, peut correspondre à père. Il n'en faut pas plus pour alimenter les discussions concernant une potentielle grossesse d'Ellie Elena, qui serait donc enceinte de Mark, bien sûr. La scène de l'intervention en sous-sol est relativement gore, du moins quand on est sensible aux opérations chirurgicales à l'écran. On a vu pire, hein, bien sûr, mais il y a quand même de quoi être un petit peu mal à l'aise au minimum. Et comme je le soulignais, Gabi semble quand même faire un peu n'importe quoi avec Mark, comme si elle le testait comme un cobaye. Alors qu'est-ce qui peut la pousser à lui faire courir de tels risques? Est-ce qu'elle est sincère? Je me méfie de plus en plus d'elle, d'autant que cet épisode nous informe que Devon ne la connaît pas, et que ce n'est donc pas elle qui a voulu aider Mark en contactant la résistance envers l'Humone, ce qui était une théorie possible et que j'avais évoquée auparavant. Cela fait de l'apparition de Gabi auprès de Mark une coïncidence des plus étranges. C'était lorsqu'il tentait d'imprégner des lettres sur sa rétine, via une lumière forte, même si bien sûr ils s'étaient déjà croisés en première saison. Alors la question se pose, est-ce que la réintégration est vraiment la bonne voie à suivre? Heureusement, l'arrivée de Devon pourra permettre potentiellement de sauver Mark in extremis. Reste à voir si elle l'emmènera aux urgences ou si elle se laissera convaincre de laisser Gabi continuer son œuvre. On apprend au passage que Devon a eu un petit crush sur la femme du sénateur, je pense qu'il était sénateur à vérifier. Pas la plus grosse info de l'épisode, mais bon, sait-on jamais, il faut rester aux aguets. Quoi qu'il en soit, Harmony Coble reste la grande absente de l'épisode comme du précédent et on espère la revoir dans le set pour savoir ce qu'elle mijote. Je sais que cette vidéo sera assez tardivement par rapport à l'épisode car je suis très occupé en ce moment dans ma vie perso. Il est très probable que ce soit une semaine sans vidéo sur la chaîne pour la semaine qui arrive et je ne sais pas quand je pourrai sortir la vidéo sur l'épisode 7 de vendredi prochain. Donc quoi qu'il en soit, merci pour votre soutien, notamment vos commentaires, vos abonnements, vos pouces en l'air. Et merci aux généreux donateurs sur Tipeee. À bientôt.